entamer donc l'entrée dans le vif du sujet avec la conférence de Raphaël Mandressi, qui est très récent directeur du Centre Coiré et qui est historien de la médecine, des savoirs sur le corps, spécialiste de l'époque moderne, et qui donc va intervenir une conférence qui s'intitule Les sciences et les savoirs, une histoire de périmètre. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé de prendre la parole dans cette journée à propos des 30 ans de l'espace Mendes France. Bien sûr, je ne suis absolument pas le mieux placé pour faire l'histoire de ces dernières 30 années, ni de l'espace Mendes France, ni de l'histoire des sciences. Je n'étais même pas né d'ailleurs. Et je ne suis pas sûr non plus d'être forcément le mieux placé pour tenir des propos particulièrement compétents et pertinents sur les sciences. Peut-être sur les périmètres, oui. Au sens où, comme Anne Rasmussen vient de le rappeler, je m'occupe d'histoire de la médecine, d'histoire du corps, d'histoire des médecins en Europe à l'époque moderne, entre le XVIe et XVIIIe siècle, donc une pratique restreinte, à partir de laquelle, pendant quelques minutes, je vais essayer d'articuler quelques idées autour justement de ce que l'on pourrait éventuellement considérer comme une problématique éventuellement à part entière, qui est celle des limites, des frontières, du périmètre donc de l'histoire des sciences, des savoirs, des techniques, etc. Mais je voudrais avant tout, puisque nous sommes à Poitiers et que personnellement je suis vraiment très, très heureux et que je viens d'évoquer l'histoire de la médecine en Europe à l'époque moderne, de saluer la mémoire de François Citoy, médecin du cardinal de Richelieu, natif de Poitiers, qui a pratiqué à Poitiers pendant 40 ans, tout en étant le médecin du cardinal de Richelieu et de temps à autre son secrétaire. Il y a d'autres natifs célèbres de Poitiers, mais que tout le monde connaît, donc c'est même pas la peine de les citer. Alors si on commence par le syntagme histoire des sciences ou histoire des sciences et des techniques, comme la plupart du temps, c'est une désignation qui reste en elle-même très peu éloquente, puisque chacun de ces termes est problématique et elle n'indique que des objets, sciences par exemple, techniques, qui sont, en tout cas tel qu'on peut le voir à partir de la manière d'entendre le travail de recherche que nous avons au Centre Coiré et ailleurs, qui sont, ces termes-là, dépourvus de définition jusqu'à ce que les recherches elles-mêmes n'en apportent, dans le meilleur des cas. Et la contradiction paraît, si on se situe du point de vue d'une perspective historienne, aussi flagrante qu'insurmontable. L'objet d'étude est dit par avance, alors que ses propriétés, sa nature, les coordonnées de son existence, historique notamment, sont signifiées a posteriori à travers des opérations de recherche, des opérations théoriques qui peuvent aller, y compris jusqu'à dissoudre ces objets-là, à les démanteler. Jamais complètement, toutefois. Et c'est là où les problèmes apparaissent. Enfin, certains problèmes. Jamais complètement, puisque cet objet-là a été nommé. L'histoire des sciences présuppose une entité science. Quels qu'en soient les contours, qu'on sera amené à en dessiner par une enquête donnée, quels qu'en soient les efforts d'historicisation que l'on fournisse. Ce qui voudrait dire, d'une certaine façon, que les sciences ne sont pas intégralement inscrites dans l'histoire, puisqu'on en fait précisément l'histoire. Pour le dire autrement, l'historicité
à restituer à ces entités-là, sciences techniques, savoir, ne peut être finalement qu'asymptotique. On peut essayer de s'y rapprocher, sachant qu'on n'y arrivera jamais véritablement. D'où le caractère nécessairement conventionnel de l'expression « histoire des sciences ». Et le paradoxe que cette expression renferme, en vouloir réellement en faire, donc de l'histoire des sciences, revient, en dernière analyse, à accepter non pas que les sciences ont une histoire, mais bien le contraire. Autrement dit, si ce n'était pas le cas, de quoi ferait-on l'histoire? Et on retrouve l'une des questions, peut-être la seule, posée par Georges Canguilhem, qui reste d'actualité. De quoi l'histoire des sciences est-elle l'histoire? Dans un article, un texte demeuré célèbre, sur l'objet de l'histoire des sciences. Alors bien sûr, il y a d'autres façons de concevoir les choses qui consistent, et c'est une histoire des sciences qu'on a très longtemps pratiquée, qu'on connaît très bien, qu'on a beaucoup critiquée, et dont on a fait tous les efforts pour s'en éloigner, qui consiste à endosser intégralement le point de vue des scientifiques en faisant sortir les sciences de l'histoire, en faisant un point fixe de l'enquête, à travers l'adoption du principe que l'objet de nature et l'objet de connaissance coïncident. Et il s'agit par conséquent, dans cette perspective, de prendre appui sur un savoir que l'on considère en capacité de dire le vrai pour produire le récit de sa longue marche vers l'élimination du faux. Alors ces considérations liminaires ouvrent toute une série de questions et de questions historiographiques qui touchent directement aux relations laborieuses d'un ménage à trois qui me concerne personnellement très directement, puisque ce ménage à trois est formé par l'histoire, les sciences et la médecine. Et là, ça se complique un peu plus encore. Qu'est-ce que j'entends par complication? C'est et c'est là où ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire la pratique restreinte qui est la mienne, c'est-à-dire de travailler essentiellement sur l'histoire de la médecine et des médecins dans un laboratoire d'histoire des sciences, c'est-à-dire comment ces deux choses-là s'articulent. S'articulent-elles d'ailleurs? Il y a une histoire des relations entre histoire de la médecine et histoire des sciences. Il y a un grand chapitre dans les années 1930 aux États-Unis, lorsque on assiste à une polémique entre un Belge et un Allemand aux États-Unis. Respectivement, Georges Sarton, belge de son État, fondateur d'une des revues qui existent toujours, les plus importantes en histoire des sciences, la revue ISIS, ou ISIS, qui, en 1935, dans un éditorial de cette revue, le numéro 23, si la mémoire est bonne, intitulé « Histoire des sciences versus Histoire de la médecine », se plaint amèrement du fait qu'aux États-Unis, à l'époque, l'histoire des sciences ne reçoit ni l'argent ni l'attention institutionnelle qu'à ses yeux méritait ce domaine, alors que l'histoire de la médecine avait beaucoup d'argent et un centre. Il se trouve que ce centre d'histoire de la médecine aux États-Unis avait été fondé par l'allemand de l'histoire, à savoir Henri Sigerist, qui répond l'année suivante dans un article intitulé « L'histoire des sciences et l'histoire de la médecine ». Querelles anciennes de petits patrons européens d'institutions naissantes aux États-Unis sur le plan éditorial et universitaire, mais qui peuvent être placés comme, peut-être pas le premier, mais un moment de ces rapports, non pas difficiles, même s'ils ont pu l'être, la preuve, l'épisode que je viens d'évoquer, mais fluctuantes. Et surtout,
puisqu'il s'agit de trouver le côté intéressant des choses, ouvrant vers des questionnements et donnant lieu à des réponses. Pour quelqu'un qui travaille sur l'époque moderne, votre serviteur, les réponses, certaines d'entre elles, bien sûr, tournent ou ont tourné autour de la place des savoirs médicaux dans l'émergence des sciences modernes. Deux grandes manières d'aborder la question ont existé. D'une part, de négliger dans ce qu'on a appelé, dans la catégorie qui résume, qui a longtemps résumé ce moment-là, à savoir la révolution scientifique, de négliger la place de la médecine, et c'est parfaitement légitime. La médecine n'a rien à voir avec la révolution scientifique, ne participe en rien à l'émergence des sciences modernes au XVIIe siècle, en général, du point de vue de leur situation chronologique. L'autre vision, c'est de dire la médecine a participé avec un certain retard, il est vrai, mais quand même, vers la seconde moitié du XVIIe siècle, le savoir médical a suffisamment été imprégné par les traits fondamentaux de ces sciences dites modernes, donc mécanisation, quantification, démarche expérimentale, pour lui faire une place, lui trouver une niche, avec quelques décennies de retard même. Et puis, dans les années 90-2000, on voit apparaître une troisième voie qui consiste à dire, en fait, c'est la médecine qui a fait la révolution scientifique. Attention, les amis. Puisque toutes ces questions que vous avez identifiées dans les sciences physico-mathématiques et dans les îles britanniques, tout particulièrement, enfin un peu en Italie quand même, au XVIIe siècle, oui d'accord, mais 50, 60, 70 ans auparavant, c'est au sein de la médecine universitaire que cela se met en place. Je pense que vous pouvez imaginer que aucune de ces réponses, personnellement, me semble satisfaisante. Pourquoi ? Déjà, parce que les trois sont tributaires d'une catégorie discutable, qui est celle, non pas celle de révolution scientifique, on a beaucoup critiqué, à juste titre, mais celle de science moderne et de son émergence. La notion d'émergence, d'ailleurs, qu'il faudrait reprendre et critiquer, puisque, au fond, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y a une continuité entre l'objet émergent et l'objet post-émergence. Autrement dit, ça vient en masse. Et c'est un objet unitaire. Et d'ailleurs, quand on parle anglais, encore plus, puisque vous savez bien qu'en anglais, on parle de la science. Donc c'est l'émergence de la science moderne. Alors qu'on ne sait pas très bien ce que moderne veut dire non plus. Et par conséquent, si on essaye de révolutionner la médecine au XVIIe siècle pour intégrer cela dans la grande chapelle de l'histoire des sciences et de trouver une place pour la médecine dans l'émergence des dites sciences modernes, au fond, on fait l'économie de toute une série de discussions qui sont, à mon avis, fondamentales, à savoir, déjà, qu'est-ce que, non pas les sciences modernes, mais qu'est-ce que les sciences à l'époque moderne, et qu'est-ce que c'est que la médecine à l'époque moderne. Il y a toute une série de présuppositions d'unité d'objets, de nature d'objets, qui vont à l'encontre de ce que Anne Rasmussen évoquait tout à l'heure, à savoir une histoire située. Où et quand. Et ça apporte ou ça devrait apporter des révisions critiques sur
les objets que nous désignons parfois par le même terme, mais qui ne recouvrent pas les mêmes réalités, ou en tout cas dont on peut se poser la question. Et c'est là que le périmètre trouve une solution lorsque on commence à se dire qu'on fait de l'histoire des savoirs. Ça permet déjà, par exemple, de détacher l'histoire de la médecine de l'histoire des sciences, puisque de toute façon, tout ça fait partie de l'histoire des savoirs. Et bien d'autres choses également. Cette histoire des savoirs qui est un boulevard de plus en plus fréquenté pour sortir de la science, au sens où les difficultés, les rugosités des connotations que l'emploi du terme science introduit par rapport à des critères de scientificité dont on sait que l'épistémologie du XXe siècle s'est constamment cassé les dents contre les définitions de cela, la vieille histoire du critère de démarcation et tout le reste. Bon, donc les savoirs permettent de retrouver des grands espaces, des objets, des pratiques et des cultures de connaissances. Les sciences y sont, mais avec d'autres dans l'océan savant que l'on navigue, heureusement soulagé de la question précisément de la scientificité. On y est, j'y suis en tout cas, dans cette histoire des savoirs, à l'hospitalité virtuellement infinie, faute de mieux, et je parle pour moi, et uniquement pour moi, et en éprouvant un malaise récurrent face aux soupçons qu'il s'agit, par certains côtés, d'une facilité. En évacuant le mot science, on n'historicise pas mieux, forcément, et peut-être le fait-on moins, en évitant à peu de frais le travail sémantique sur une catégorie d'acteurs, puisque le mot science existe dans le passé. Dans le passé sur lequel je travaille, les médecins du XVIe siècle, par exemple, utilisent le mot science. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour eux? C'est une autre histoire. Mais le mot y est. Et donc, si on parle de savoir en sens large, on fait l'économie d'aller voir ce que science veut dire pour les gens qui nous intéressent et pour les écrits sur lesquels nous travaillons. Bien sûr, les médecins utilisent d'autres termes, et c'est l'avantage des historiens de la médecine plus ou moins ancienne. Le mot doctrine est, là encore, intéressant, mais la doctrine n'est pas tout le savoir, on le sait, ou on croit le savoir, malgré la redondance, même si on ne le sait pas exactement, sinon par des présupposés, en dernière analyse, intuitifs, ce que savoir recouvre. Que peut-on ou doit-on considérer comme relevant d'un savoir? Alors, on va faire simple. Le flou relatif n'est pas toujours à bannir quand il a une utilité opérationnelle. Celle de l'histoire des savoirs, donc son utilité opérationnelle, procède aussi de l'extension de ce flou au périmètre, et on y revient, de l'inventaire de ces savoirs et de ce qui, en définitive, en est la cause, c'est-à-dire le silence quant à tout critère explicite de démarcation qui distinguerait un savoir d'un non-savoir. Et la simple énonciation de cette distinction éventuelle suffit à rendre évidente son extravagance. En revanche, par sa propre latitude, la notion de savoir admet des adjectifs nombreux qui spécifient plus ou moins grossièrement des déclinaisons possibles. Savoir lettré, savoir technique, savoir tacite, savoir sociaux, institutionnels, dissidents ou parallèles, naturalistes, artisanaux, sensoriels, appliqués, mixtes, spéculatifs, dogmatiques, empiriques, pratiques, etc. Scientifiques, de temps à autre.
La liste est longue, elle est ouverte, elle est plastique. Elle est sujette à l'action discriminante du peigne fin qui cherche à circonscrire des intentionnalités, des usages, des lieux d'effectuation, des procédures, des supports et ou des effets, des actes de production, transmission, appropriation et mise en œuvre des connaissances. Bref, de quoi l'histoire des savoirs est-elle l'histoire? Pour paraphraser Georges Canguilhem. Ben, d'à peu près tout. Et c'est tant mieux. Puisque, et là je reprends encore un mot employé par Anne tout à l'heure, puisque c'est la garantie du pluralisme. Un pluralisme qui ne s'arrête pas à la diversité des objets, mais qui est également un pluralisme qui concerne les approches, qui concerne les méthodes, qui concerne les périodes, ça va de soi, et qui concerne même tout ce qui, en histoire des sciences, tel qu'on peut l'entendre d'une manière générale et l'autocensure, n'est même pas de l'histoire. Mais ce qu'on a appelé, faute de mieux là encore, des études des sciences. Et donc tout ceci est une garantie d'ouverture et de pluralisme, bien entendu, mais est aussi une fonction du temps qui passe. Et c'est là où les 30 ans de l'espace Mendes France reviennent, puisque, parmi d'autres, cette maison a été le lieu où, tout au long de 30 ans, on a vu évoluer ces problématiques. On a vu se transformer ces périmètres. On a vu arriver de nouvelles questions et on a vu en disparaître d'autres. Et cette maison a été, à ce titre-là, non seulement, comme toujours, très accueillante, mais aussi un objet en soi de l'histoire des sciences. Les 1180 invités, conférenciers, etc., les centaines de manifestations pourraient être reprises pour en faire un échantillon, dans l'espace français en particulier, même si c'est aussi ouvert à l'international, pour tester ce type de fluctuation dans ce que j'ai appelé, mais qu'on pourrait appeler autrement, bien entendu, le périmètre d'un domaine qui, malgré certains, ne cristallise pas. Et on a intérêt, c'est mon point de vue, à éviter sa cristallisation pour que, justement, le renouvellement des questionnements par rapport au présent, par rapport au passé, plus ou moins reculés, à ce titre, je fais partie personnellement d'une espèce en voie d'extinction, les historiens modernistes des sciences et de la médecine encore plus. Mais je me permets un tout petit plaidoyer, ça vaut le coup quand même d'en garder quelques-uns. Peut-être pas moi, hein, mais d'autres, meilleurs que moi. Ça existe. Pour précisément trouver également, non pas la profondeur historique, c'est un terme détestable, mais les altérités historiques qui permettent parfois de reposer des questions d'aujourd'hui. Je termine en remerciant encore une fois, non pas uniquement par rapport à la journée de ce 25 janvier 2019, mais par rapport aux 30 dernières années,
l'espace Mendes France et la ville de Poitiers d'avoir contribué, en dialogue avec tout le monde, d'avoir contribué à garantir non seulement la vitalité de notre travail, qui est en grande partie liée aux échanges que l'on peut avoir avec ceux qui ne font pas ce travail au sens strict de recherche, mais également, et je reviens sur le terme, mais également le pluralisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. C'est très belle ouverture de la journée. Alors, nous avons quelques minutes pour des questions, commentaires. Oui. Oui, merci beaucoup. C'était effectivement très stimulant et très drôle aussi, puisqu'en fait, tu as commencé en discutant l'émergence de la science moderne. Donc, il y avait énormément de guillemets. Tu as fait aussi peut-être balancer deux possibilités pour sortir de l'histoire des sciences. C'était histoire, on gardait histoire et on changeait science en savoir. Ou bien on gardait science et on changeait histoire en études. Ouais. Donc effectivement, il y a des enjeux autour de tout ça. Il n'y a pas eu de philo dans ce dont tu as parlé. C'est-à-dire, en fait, il y a un syntagme français, en tout cas, histoire et philosophie des sciences. Il y a le mot d'épistémologie qui est beaucoup discuté. Donc il y a de nombreuses prétentions, de nombreux discours. Et effectivement, la déconstruction de tout méta-récit sur ce qu'on doit faire ou ce qui s'est passé, etc., c'est très stimulant et intellectuellement, c'est ce qui nous anime. En fait, on est des esprits critiques, sinon on ne ferait pas le travail de chercheur. Donc le travail sur les catégories, il est essentiel. Et en même temps, je t'écoutais en pensant d'une part au discours des politiques qu'on a entendu en introduction, et puis aussi à l'attention du public, qui est essentiel dans un endroit comme celui-ci. Et en fait, on se rend compte que aussi bien les politiques que le public attendent des récits, en fait. Je pense à l'immense succès de Sapiens, tu vois, dont on voit des affiches partout. Donc, c'est pas seulement au niveau de l'histoire des sciences qu'on attend un méta-récit exaltant qui nous explique la sortie de l'obscurantisme. Le mot a été dit ce matin. On a la magnifique affiche qui rayonne derrière Anne, jeu de lumière. C'est vrai qu'on a envie d'être éclairé. Donc, la sortie de l'humanité de l'ombre, c'est quelque chose qui obsède les politiques, le public, et qui nous place, nous, en tant que chercheurs, intellectuels, spécialistes, dans une position de porte-à-faux réelle, puisque, en fait, notre discours est inaudible, ou difficilement audible, ou doit en tout cas toujours travailler à se rendre audible en dépit de ce qui l'intéresse vraiment, qui est une sorte de précision épistémique. Donc c'est sur ces tensions-là que je t'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et que j'espère qu'on continuera le dialogue, si tu veux continuer. Juste un mot. Je partage entièrement ce que tu dis. Bien sûr, j'aurais pu ajouter d'autres syntagmes. C'est-à-dire que c'était juste par économie de temps, mais il y en a plein. Mais cette tension-là, celle que tu évoques, je partage le constat intégralement, et c'est un problème auquel je pourrais ajouter aussi, peut-être dans un espace intermédiaire entre le petit milieu, le petit monde qui est le nôtre. Petit, c'est pas méprisant, mais c'est petit. Et puis des auditoires plus larges, de se poser la question de savoir qu'est-ce qui unifie notre domaine, celui qu'on appelle l'histoire des sciences. C'est l'histoire ou c'est la science? Quand je dis science, on peut ajouter tout le reste, savoir, technique, tout ce qu'on voudra. Et quand je dis histoire, on peut ajouter aussi tout le reste, philosophie, bien sûr, ou études, ou sociologie, ou sciences sociales. Mais la question aussi se pose, quelle que soit la largeur de ce que ces termes-là désignent. Où est, si jamais il est quelque part, l'élément
qui permet d'identifier un domaine, un champ professionnel y compris. Oui, merci beaucoup Raphaël pour ton intervention et je reviens à la question de Thierry. On s'est posé la question justement en préparant la journée et c'est une question qui m'a toujours taraudée. En quoi l'histoire des sciences sert les questions de sciences et société? Et donc on a justement une intervention cet après-midi à ce sujet parce que dans un centre de culture scientifique, en effet, comme l'a dit Thierry, on s'adresse à un certain public et on fait venir des experts. Et le terme de vulgarisation de la science est un terme qui a été beaucoup discuté par des gens comme Lévy-Leblond, qui a dit mettre la science en culture, parce que vulgariser, bon, par rapport aux chercheurs, c'est quand même un peu vulgaire, si je puis dire. Et donc moi, c'est une question qui me taraude, parce que quand il s'est agi d'organiser des journées de sciences et société, j'ai toujours fait appel à des historiens des sciences, mais je me suis demandé jusqu'à quel point ils pouvaient jouer le jeu. Parce que justement l'histoire des sciences ne se vulgarise pas, dans le mauvais sens du terme. Donc quand on fait venir des chercheurs, on fait venir des gens qui travaillent sur un sujet. C'est pas du café du commerce. Donc il y a toujours, en effet, cette difficulté à se dire est-ce que l'histoire des sciences reste de l'histoire des sciences, donc dans sa bulle ou dans le fait qu'il y ait de la recherche, ou alors est-ce que l'histoire des sciences s'expatrie en quelque sorte, ou va vers un public, et à ce moment-là, est-elle toujours de l'histoire des sciences? Et c'est la question qu'on s'est posée justement quand on a discuté, quand on est venu te voir au centre Coiré. Donc ça serait l'une des questions de cet après-midi, mais c'est la question aussi que pose Thierry, et qui est très, très difficile à mettre en place, parce que les enjeux sont énormes. Un public vient pour avoir des réponses à des questions. On contextualise en faisant de l'histoire des sciences. Ensuite, on continue à organiser une journée, etc., avec des approches épistémologiques et autres. Bon, après, le public, il sort, il en fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on a répondu à toutes ces questions? Voilà. Je pense que non. Voilà. Et c'est tant mieux. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas de réponse pour cette question-là, savoir comment faire. Mais en tout cas, c'est un travail. Oui. Ça implique un travail. Et c'est un travail qui doit être fait. Entre autres, parce que si on veut, non pas justifier, il ne s'agit pas de justifier, on n'a rien à justifier, mais si on veut bien se rappeler que la plupart d'entre nous sommes payés par de l'argent public. Enfin, là, il y a quand même un élément qui reste important à ce niveau-là. Et puis, il y a encore une autre affaire, parce que cette maison, c'est une maison, enfin l'expression a été utilisée, de culture scientifique. Alors, un problème, c'est que précisément, la culture scientifique n'est peut-être pas assez perçue comme étant de la culture. Quelqu'un qui ignore tout de la biologie moléculaire, mais qui a lu Proust, peut passer pour quelqu'un de cultivé. L'inverse n'étant pas vrai. D'autres questions? Wolf? Non, je voulais juste revenir sur cette question parce que je pense que c'est bien qu'on discute sérieusement de cette affaire. C'est bien que Thierry, tu poses la question parce que je pense que l'espace Mendes France, c'est un endroit aussi de défi pour nous. C'est-à-dire qu'on sort du confort, de l'implicite et de la collégialité des pairs où tout ça va de soi. On discute sur des termes qui ne posent pas problème ou dont on donne l'impression qu'ils ne posent pas problème, etc. Donc pour ça, mais je pense aussi, je ne sais pas si j'irais dans ton sens, Thierry, au sens où le public attend ou demande un grand récit. Je pense pas. Je pense qu'on peut tout à fait... C'est difficile pour nous, c'est un vrai effort, mais je pense qu'on peut avoir un travail, y compris déconstructif, critique, voire relativiste, etc., poussé assez loin, dans un lieu public, à condition d'être très pédagogue, c'est-à-dire de bien comprendre les enjeux, les implications, et que cela ne veut pas dire faire n'importe quoi. C'est pas pour autant produire de la fake news ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que, et en même temps, on est là pour ça et on peut parier sur l'intelligence du public
on est quand même dans une société voilà, où les gens sont formés, éduqués, etc. On a tous nos limites. Je crois que voilà, dans le public, on peut aussi apprendre beaucoup du public parce qu'il y a plein de sujets dont le public est connaisseur et dont on ne connaît rien, nous, parce qu'on a quand même des fenêtres de tir qui sont très restreintes. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant. C'est que ça nous met en danger, ça nous oblige à expliciter, là où la plupart du temps, on reste dans l'implicite. Et à mon avis, c'est pour ça que ce genre d'espace, comme l'espace Mendès France, et l'énergie que vous mettez, aussi bien Anne que Héloïse, est cruciale là-dedans, pour que cet échange vive, effectivement, parce qu'il est central, parce qu'on est redevable du fait d'être des fonctionnaires, et donc aussi d'avoir cette fonction, quoi. Raphaël, tu veux ajouter un mot d'autres Moi, je voulais peut-être juste dire que j'avais été frappée dans ton exposé, Raphaël, par la tension qui existe entre le choix du terme périmètre et donc travail de démarcation, de frontières, de trouver, de connaître les espaces qui sont les nôtres et sur lesquels on peut s'aventurer. Et puis finalement le plaidoyer qui me semble que tu as fait sur la fluidité. Hein. C'était un éloge de la fluidité, de l'extension du flou, tu as dit, de listes qui sont ouvertes, plastiques, de l'évitement de la cristallisation, etc. Donc de quelque chose qui est très fluide. Et ma question, je me demandais puisque l'espace Mendès France a 30 ans, il y a 30 ans, on parlait le syntagme à la mode, hein, quand même, 30-40 ans, mais 30 ans, pour l'histoire, hein, l'histoire des annales, c'était l'histoire totale. Et finalement, quand tu nous parles de l'histoire des savoirs, tu nous dis de quoi est-elle l'histoire ? Elle est de tout. Oui. Et elle peut l'être. Donc voilà, comment tu situes ça ? Est-ce que c'est un retour à une histoire totalisante ? Non, surtout pas. Ce n'est surtout pas de l'histoire totale, au sens où ce que je veux dire, c'est que je reprends une formule que j'ai employée. L'hospitalité de l'histoire des savoirs est virtuellement infinie, mais ça ne veut pas dire qu'on fait l'histoire de tout. C'est que tout. À chaque fois qu'on dit tout, on est dans une démarche monothéiste. Hein. Je veux dire que le tout. Bon. Mais enfin, les choses grandes. Ce flou-là, que personnellement je trouve salutaire, jusqu'à un certain point, permet d'intégrer des choses et de mettre entre parenthèses, ne serait-ce que provisoirement, des questions qui ne sont pas forcément productives au premier abord, comme celle de s'interroger sur la scientificité de tel ou tel aspect. Et là, je parle toujours du point de vue de quelqu'un qui s'intéresse à des trucs anciens. Et donc là, est-ce que si je me mets à m'interroger sur la question de est-ce que c'est scientifique ou pas scientifique selon les critères de qui et quand, et donc ces questions-là, en fait, bloquent le travail empirique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc ? Ça, c'est la question primordiale pour moi. C'est la curiosité d'aller voir ce que c'est et essayer de comprendre. À partir du moment où ces questions-là sont mises entre parenthèses, quitte à y revenir plus tard, par le déplacement que l'histoire des savoirs implique, avec tous les problèmes que l'affaire des savoirs peut entraîner en lui-même, mais avec cet avantage énorme de cette, disons, possibilité d'accueillir, sinon tout, un très grand nombre de choses, c'est donc le côté, je dirais, productif de l'affaire. Ce qui ne veut pas dire, mais alors là, vraiment, absolument pas, de caresser l'ambition d'une histoire totale ou totalisante, quelle qu'elle soit. C'est peut-être même le contraire. C'est de savoir que c'est une sorte de gigantesque fédération de provinces dont les frontières
internes sont elles aussi mouvantes et que on peut travailler sur des bouts de province, sachant qu'à côté, il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur un autre bout et discuter avec. Et donc, mais non pas la saisie, si je continue avec la métaphore, de l'Empire fédéral. Bien, merci Raphaël. On va s'arrêter là pour ne pas prendre de retard.